Le score. 18h30, 20h. Charline Roux. Sur Radio Nova. Bienvenue dans le score, comme chaque jour, de la musique, de la conversation et en supplément, un premier roman percutant. Aval en est le titre, Séphora Pondy de la Comédie Française en est l'autrice. Avant de la retrouver, l'actu du jour. Le score. Oh là, je suis bloqué. L'actu du jour. Je suis vraiment bloqué, les frères. Par Malo Le Fur. Et pour ce point quotidien que désormais le monde entier s'arrache, le célèbre Malo Le Fur de la rédaction de Nova. Si, les gens à l'extérieur. Rien que ça. Malo Le Fur, toujours le point levé, tel Amel Bent. C'est à toi, camarade. Tel Amen Ben, je vais garder mon point levé parce qu'aujourd'hui, Charline, c'est la grève. Eh oui. Voilà, dans les trains, ça rame, dans les écoles, ça ferme. Aujourd'hui, dans ma chronique, grève d'actualité aussi. Ouais, bah non, sinon faut. Enfin. T'en fais pas, je vais quand même. Donc du coup, fais-le. Bon, je vais quand même parler de culture, parce que dans la culture, ça bloque aussi. Alors évidemment, bloquer la culture, c'est assez particulier. Parce que la Joconde ne portera jamais de brassard CGT, et un sociétaire de... Ça serait si bien. Ouais, c'est ça, c'est beau. Et un sociétaire, la Comédie Française, ne criera pas « être en grève » ou « ne pas l'être ». Mais le message reste clair, sans budget, pas de culture. En ce moment, les coupes budgétaires tombent plus vite qu'une réplique d'Alexandre Astier. Petite référence à Sofiane, on t'a pas oublié, promis tu tourneras dans le prochain Kaamelott. Pour revenir aux coupes budgétaires, moins 200 millions en 2024 pour le ministère de la Culture. 2025, rebelote, moins 50 millions. Dans certaines régions, c'est carrément la purge. Pays de la Loire, moins 62% du budget culturel. Bon, autant te dire, Charline, que d'ici un mois, plus d'actualité culturelle, plus de chronique de Malo. Alors ça va pas être possible. Et c'est vrai qu'on en avait parlé ici, ça a impacté pas mal de festivals. Également. La grève culturelle, c'est assez particulier. Ailleurs, on coupe le moteur. Ici, on coupe les projecteurs. Et dans le noir, on comprend qu'on est en train de scier la planche sur laquelle on s'assoit tous les soirs. Alors, on pourrait sourire, mais le fond reste sérieux parce que quand on coupe les budgets culturels, ce sont des créations qui s'annulent, des artistes précaires qui se retrouvent sans filet, sans compter le régime de l'intermittence qui est toujours dans le viseur de l'extrême droite. C'est aussi des territoires entiers où la culture est vouée à disparaître. Alors, il faut continuer d'aller voir des spectacles, aller dans les musées, aller voir des concerts, visiter, regarder, soyez curieux. La culture, c'est important, il faut la préserver. Et d'ailleurs, ce week-end, c'est les journées du patrimoine. Voilà, l'occasion de visiter des châteaux, des églises, des théâtres avec un petit détail savoureux. C'est gratuit. Et si vous croisez lors de vos visites du patrimoine quelqu'un avec le point levé, c'est donc Malo Le Fur ou qui se Amel Bent. Promène. Ah ouais, t'as raison, ça peut être un peu trompeur. Vérifiez quand même. Merci beaucoup Malo Le Fur. On te retrouve évidemment la semaine prochaine. Et nous, avant de retrouver Séphora Pondy, on écoute De La Soul et Chaka Khan. Le score. Jusqu'à 20h. Sur Radio Nova. De La Soul et Chaka Khan sur Nova avec All Good, une chanson comme un mantra pour se consoler d'un été qui me semble déjà loin. Mais enfin bon, je vais pas pleurer. Et surtout, voici de quoi se consoler, car sachez-le, telle une privilégiée, en juillet, j'ai pu me délecter de quelques ouvrages de la rentrée. Parmi ceux-là, un premier roman dont le titre m'a intriguée, Aval. On ne juge pas un livre à sa couverture, certes, mais il se trouve qu'avec celui-là, tout s'est aligné. Écriture absolument remarquable, histoire passionnante et dérangeante, ça valait largement une invitation, d'autant que son autrice est certes primo-romancière, mais pas néophyte en matière de jeu, puisqu'elle est comédienne, pensionnaire de la Comédie Française depuis 2021, et que je la soupçonne d'être épatante. Bonjour Séphora Pondy. Bonjour, merci. Bah non, et merci de passer ici, parce que j'imagine qu'avec tes multiples activités, l'emploi du temps ne doit pas être des plus simples à gérer. C'est vrai que c'est un peu le chapeau de roue en ce moment, mais c'est tellement galvanisant. Ouais. Ouais, vraiment. Est-ce que tu aimes faire de la promo ? J'adore ça. Ouais. Et surtout en radio, parce que j'adore la radio. Ouais, alors tout le monde peut constater qu'en plus, tu as une voix extrêmement radiophonique. Ce qui est vraiment très ennuyeux pour moi, parce qu'il va falloir que je me concentre pour pas dérailler à un quelconque moment. Non, mais je parle d'emploi du temps très chargé, parce qu'effectivement, il y a la sortie du roman, et il y a aussi la reprise, j'imagine, de tes activités au sein de la Comédie Française. Tout à fait. Qui doit être bien dense. Là, c'est plutôt en tant que spectatrice de ce qui est déjà, de ce qui va se jouer au Français, donc de voir les camarades jouer, parce que moi, je reprends en novembre avec ma propre mise en scène. Ah, on aura l'occasion d'en reparler. Mais du coup, tu vas Absolument. voir tes camarades qui rêpent, qui montent les spectacles. Je vais voir les spectacles, ouais, tout à fait. Ouais. Parce que plaisir ou... Plaisir, et aussi ça fait partie un peu de nos attributions en tant qu'acteur de la troupe. Il y a une question rituelle dans cette émission, je te la soumets. Quelle place prend la musique dans ta vie de tous les jours ? Une place monumentale. Ouais. J'écoute de la musique constamment. J'essaie de me retenir justement parce que c'est une maladie. Mais c'est-à-dire qu'elle te sert à quoi ? Est-ce qu'elle te sert professionnellement parlant, par exemple ? Avant de monter sur scène, oui. pour investir un personnage pour... Complètement. J'ai des rituels où j'écoute certaines musiques. J'ai une playlist pour justement faire monter l'énergie, tout ça. Ouais.
Ah oui, Ouais, donc c'est vraiment un truc qui t'accompagne constamment. Constamment. Y compris pendant l'écriture? Moins, parce que quand j'écoute de la musique, je suis complètement immergée dans le son. Ouais. Donc écrire et à la fois écouter, c'est trop compliqué, donc là je coupe. Tu as pioché 5 titres dans les playlists de Nova pour démarrer. Kendrick Lamar, on écoute Not Like Us et on en parle juste après. Le score sur Radio Nova. Breakbot, Irfan, Remedy sur Nova et on parle aujourd'hui du premier roman de Sephora Pondy publié chez Grasset. Aval en est le titre et il s'ouvre ainsi. Tom en a encore sous la dent. Tom les use souvent, ses dents. Les chirurgiens lui reprochent régulièrement ses excès, le pressent de cesser les cochonneries. La passion triste pour les liqueurs, le caramel de supérette, les bonbons acidulés auxquels il ne sait résister. Docteur Sansa, docteur renifle le mauvais sujet. Ce n'est pas une affaire de gras, c'est une affaire d'hygiène. Tom engloutit tout, surtout le pire. Il grince des dents toute la journée, grignote son propre désarroi. Tom marmonne mauvais présage, persifle contre les siens, les femmes, l'époque. Fin de citation. Oui, j'ai l'outrecuidance de lire mal devant une comédienne du français. Et alors, romancière de surcroît. Alors pour le deuxième personnage, parce qu'il y a 2 personnages dans ce roman, si tu le veux bien, je vais te laisser en lire la présentation, ce que tu as écrit. Avec grand plaisir. Entre les 2. Parfait. Très bien. Mon nom est Lame, j'ai 27 ans. Jusqu'à ce malencontreux épisode avec Tom, je m'étais bâti une vie dont je n'avais pas à rougir. Actrice repérée, star en attente. Enfant, on me disait forcenée et prête à tous les rejets, tous les périls, toutes les déroutes. Une tête brûlée à vie, wild at heart, comme Sailor. J'ignore par quel miracle la peur des lendemains m'avait désertée. Vigilante néanmoins, dès mon premier babil, je sus qu'il me faudrait parer les coups. Voici donc les 2 récits parallèles que les lecteurs-lectrices vont suivre. Une jeune comédienne à un moment tout à fait particulier, un moment difficile, son corps lui fait obstacle. Un jeune homme en pleine vrille du côté incel de la force. Comment est-ce que ces 2-là sont nés dans ton imagination ? Alors c'est vrai que Lame est paradoxalement pas né en premier. Tom, il est né parce que quand j'étais ado, j'avais lu un livre qui s'appelait Des souris et des hommes de John Steinbeck. Et dedans, il y avait le personnage de Lenny, qui était, dans mon souvenir, parce que c'est vraiment une vieille lecture, qui est une espèce de monstre gentil, de garçon un peu ogre, avec des difficultés, qui est un peu déficient mental, pour le dire vite, et qui est dépassé par sa propre force. Et cette figure-là, elle m'intrigue depuis un long moment. Et donc, elle ressurgissait comme ça dans mon esprit, ce qui a créé Tom, qui est du coup plus du tout gentil et assez ogre et assez monstre. Donc voilà, c'était une figure qui me travaillait depuis un moment. Et Lame, en fait, tout a commencé quand j'ai vu un épisode de South Park. Tout ça drôle de genèse. Parce que lycéenne, mes amis adoraient South Park. Et en fait, il y avait un épisode où il était question de Britney Spears qui était persécutée par l'Amérique entière parce qu'il fallait la sacrifier pour que repartent les moussons. Et ce mélange de pop et en même temps de mythologie et en même temps ce que ça raconte de ce qu'on fait vivre aux icônes, tout ça ensemble, ça m'a complètement perturbée. Et ça correspondait aussi à un truc, à des thématiques qui m'obsédaient depuis longtemps. Et donc, à l'origine, j'ai commencé un texte de théâtre là-dessus, un monologue sur une actrice engloutie par une foule et qui raconte cette déchéance post-mortem. Et en fait, voilà, il y avait tout un motif autour de la jeune fille sacrifiée, l'idole qui devient objet de massacre, qui me travaille depuis longtemps. Et c'est ces 2 obsessions qui ont formé Aval. 2 trajectoires parallèles qui vont se percuter avec violence. Ils sont très différents, mais ce qui lie Lame et Tom, c'est l'obsession, c'est la frustration. Absolument. C'est ce qui les consume. Oui, j'avais envie d'écrire un personnage, dans le cas de Tom particulièrement, qui est un personnage qui est dans le ressentiment. Je trouve que c'est une sensation difficile à définir en littérature et c'était d'approcher ça qui m'enthousiasmait. Ils donnent tous les 2 l'impression de souffrir d'avoir été mal regardés. Je ne sais pas comment le dire autrement. C'est là-dessus aussi que leurs trajectoires se rejoignent. Complètement. En fait, dans le cas, c'est vrai que la question du regard, elle est très cruciale dans le livre. Et dans le cas de Lame, par exemple, c'est ça qui est le plus ambigu et le plus pervers d'une certaine façon, c'est qu'elle est trop regardée et mal, et qu'en fait, ces regards qui sont censés être des regards d'adoration deviennent complètement infernaux
est difficile à gérer. Et dans le cas de Tom, c'est cet anonymat qui le pèse. Donc c'est deux faces d'une même médaille, d'une certaine façon. Ouais, et puis dans le cas de Tom, il y a aussi une histoire de réputation qui traîne comme un boulet, qui a été regardée absolument. une fois et du coup il emporte encore les stigmates. Absolument. Mais je me suis demandé justement, écrire le personnage de Tom, est-ce que ça laisse complètement indemne ou est-ce qu'il y a quelque chose de l'ordre du défouloir ? C'était complètement un défouloir. Parce que c'est vrai que, je cite souvent cet exemple-là. Alors, il y a deux choses. La première, c'est que quand j'ai écrit Tom, j'ai fait lire, j'ai fait lire où j'en étais à une amie qui m'a dit « Tu peux pas uniquement écrire quelqu'un qui t'angoisse. Ça peut pas être simplement un épouvantail. Ça peut pas juste être une figure monstrueuse dans laquelle tu ne mets rien d'intime. Il faut qu'il te ressemble. Enfin, il faut qu'à un endroit, il te ressemble. Il me ressemble heureusement pas trop, mais c'est vrai que c'était satisfaisant. Oui, c'était un peu un défouloir pour moi parce que ça me permettait d'assumer des zones d'ombre, de noirceur, de violence que je n'assume pas nécessairement dans ma propre vie. Ça me permettait ça. On continue de parler de ce formidable premier roman, Aval, dans un instant, juste avant un titre que tu as choisi, Théodora, Il me rit tout sonné. Doit-on y voir un lien avec le roman ? Peut-être. On continuera d'en parler juste après. Le score sur Nova, sur Radio Nova. Avec Charline Roux. Baby Bash sur Nova, Suga, toujours en compagnie de Séphora Pondy, comédienne et autrice d'un premier et remarquable roman, Aval, paru chez Grasset. Ce titre qu'on vient d'écouter, Baby Bash, Suga, c'est tout simplement parce que l'âme, l'héroïne du roman, l'écoute notamment avec sa meilleure amie, qui est également un personnage très important. On n'a pas parlé de ce titre, Aval, sans point d'exclamation. Qu'est-ce que tu y mets, toi, dans ce titre ? J'y mets toutes les forces obscures du roman, tout ce qui a trait justement à la dévoration, à la prédation, au côté gluant aussi du livre à certains endroits, au côté muqueux. Et j'avais envie comme ça d'un mot troublant, surprenant, un peu sulfureux, et que ce soit surtout un impératif. Ouais. Et ça, c'était important pour moi. Parce que je le disais, si l'âme est empêchée au moment du récit, c'est qu'elle souffre d'un psoriasis qui la défigure et qui l'empêche de tourner, alors qu'elle est censée le faire, c'est son métier, elle est comédienne. Tom, quant à lui, souffre d'hyperphagie. C'est un roman extrêmement organique, avec des grands écarts entre sensualité et gore, disons-le. L'exploration du charnel de cette manière, voilà une idée pas si fréquente. Ah, ça me fait plaisir. Ça me fait très plaisir. Parce que là encore, j'avais envie d'aller vers quelque chose de sensoriel, parce que c'est aussi mon goût, et que c'est quelque chose qu'on peut retrouver beaucoup au cinéma, et j'ai envie de tester. Ouais, en fait. Bien sûr. Je me suis fait un petit défi, essayer de voir qu'est-ce que ça donne d'écrire de la peau, quoi, d'écrire de la peau, d'écrire de l'intérieur, d'écrire l'intérieur d'une bouche. L'intérieur non, je vais pas me lancer là-dedans. Non, mais toutes les fonctions en plus, enfin vraiment, je comprends. Toutes les fonctions organiques. Ouais, ça, j'avais très très envie d'aller là-dedans. Aussi, oui, par plaisir, parce que c'est ce qui me plaît, et puis aussi parce que j'avais envie de, là encore, travailler sur des sensations qui sont difficiles à définir, comme le ressentiment, le dégoût potentiellement, la mastication. Enfin oui, essayer de travailler sur les états de corps. La thématique du regard, quand on est comédienne, c'est, j'imagine, pas complètement anodin comme sujet. C'est sûr. C'est sûr, et ça me permet... Il y a une autre amie, parce que j'ai beaucoup d'amis, quelle chance, qui m'a dit, après avoir lu Aval, elle m'a dit c'est super parce que quelque part, t'as évité la malédiction. Enfin, d'une certaine façon, en écrivant la terreur que ça pourrait devenir, d'être trop exposé avec toutes les menaces que ça implique. En l'écrivant, tu chasses ce mauvais présage, et je trouvais ça très beau. Non, mais ce qui est très bien raconté, c'est l'ambivalence qu'il y a entre l'envie d'être reconnu et la peur d'être dépossédé, en fait. Tout à fait. Moment. C'est vrai que l'âme se tient vraiment sur cette ligne de crête, et en tant qu'actrice, c'est aussi mon cas. Ouais. C'est une angoisse que tu ressens ? Pas encore, parce que personne ne me connaît. Oui, ça ne saurait tarder. C'est une affaire de moment, Séphora, vraiment. Mais oui, quand même, ça me fait très, très, très peur, ouais. Alors, je l'ai dit, l'héroïne Lamé, comédienne, c'est pas une autofiction, loin de là. Je vais pas te demander si tu ressembles au personnage, mais à l'inverse, comme tu es comédienne, est-ce que tu t'es projetée dans ce que toi, tu pourrais faire de ce personnage ? Disons que la question de la projection, elle a été plus
plus central pour Tom, parce que pour le coup, il est tellement loin qu'il a fallu vraiment le construire en y mettant... Enfin, ça a été un plus gros travail de fabrication et donc de projection pour Tom. Mais alors, est-ce que de fait, l'âme, tu l'as tenue un peu à distance quand même ? J'ai essayé de la rendre... de donner plus de défauts. Je voulais pas, comme je savais que c'était comme un miroir, que c'était un peu un double, que c'était un peu un alter ego, je voulais surtout pas en donner une image qui serait trop idéalisée ou trop angélique. Je voulais la rendre aussi pas forcément inoffensive, la rendre aussi désagréable, arriviste. Enfin, j'avais quand même envie qu'il y ait quelque chose de trop d'ambivalent chez elle. Alors, je m'adresse à l'autrice parce que j'ai parlé effectivement de l'aspect extrêmement sensoriel du roman, avec des moments de tragédie, des moments un peu lourds. Et il y a vraiment des moments où moi j'ai ri. Ah bon ? Est-ce que c'est normal, docteur ? Bah oui, par exemple dans la confrontation de certains mondes. Quand l'âme se retrouve dans des endroits complètement insensés, avec des gens complètement coupés de toute réalité, dans des soirées... Oui, je vois. Voilà, il y a des moments que je trouve très drôles, moi. Ah, ça me fait très plaisir. Ça me fait plaisir parce que c'est vrai qu'il y a quand même une forme de sarcasme qui, j'ai l'impression, est pas... Sans jamais regarder de haut, hein. C'est hyper important. C'est vraiment in situ, avec elle en souffrance, dans un endroit où on se dit non. Mais comme personne n'en parle, ça me fait plaisir de... C'est sûr qu'il y a une part de sarcasme, à plein de moments. Ouais. 2 personnages principaux, 2 vies en parallèle et 2 langages à intégralement inventer. Comment est-ce que tu t'y es pris ? Alors, ce qui a été facile, ce qui m'a aidé par rapport aux 2 langages, c'est de penser vraiment en termes de paysage. Ouais. Vraiment, je savais que pour l'âme, j'avais envie qu'en lisant, on se dise « Oh, c'est une enfant qui traîne en forêt, c'est une enfant qui est souvent dehors, c'est une enfant qui vit l'été. » Enfin, en fait, vraiment, j'essayais de songer vraiment en termes d'environnement, de paysage. Ça m'aidait en fait à trouver la bonne langue. Pour Tom, au contraire, j'imaginais forcément des espaces plus confinés, des chambres un peu où on sature parce qu'il y a trop d'affaires, qui sont toutes petites. Quelque chose d'assez comme ça claustrophobe. En fait, en pensant à des espaces, ça m'a aidé pour trouver le style. C'est la metteuse en scène en fait qui parle, y compris dans le roman. Probablement. Est-ce que tu es du genre à trancher très facilement ? Et oui. C'est vrai ? Oui. C'est génial. Le jeu qui suit va être absolument formidable. Je vais soumettre des dilemmes. On va jouer à Tu préfères. Top. On écoutera aussi Air, que tu as choisi dans les playlists de Nova, et tout ça, ce sera juste après la pub. Le score. Jusqu'à 20h sur Radio Nova. Air sur Nova, Playground Love, un titre choisi par Sephora Pondy dans les playlists de Nova. Pourquoi ce titre ? Parce que alors là, pour le coup, c'est très intime. Parce que ça fait partie du panthéon des chansons qui ont un peu... qui ont éclaté dans mon adolescence et qui ont été très importantes. Notamment, ça correspond à une relation amicale en particulier, qui a été très, très, très fondamentale. Et il se trouve que cet ami adorait cette chanson. Et donc voilà, ça m'a sauté au visage quand je l'ai vue. Sephora Pondy qui est venue aujourd'hui nous parler d'Aval, son premier roman paru chez Grasset. Je crois savoir qu'avant le théâtre, pour toi, il y a eu la lecture. Quand on a été bercé, nourri par les livres, ça fait quoi d'avoir entre les mains cet objet jaune avec son nom dessus ? C'est... Mon Dieu. C'est vraiment une jubilation, mais absolue. Ça me rend folle dingue. T'es attachée à l'objet ? Ah oui, complètement. Ouais. Complètement. Mais déjà que je suis attachée au livre des autres, donc là, c'est vraiment tout ce dont j'ai rêvé, c'est fou. On va maintenant jouer, je l'ai promis. Oui, j'adore. On va jouer à Tu préfères. Il va falloir trancher dans le vif. Est-ce que tu es prête ? Je suis prête. Aval, the movie. Swallow, donc du coup, va voir le jour. Qui pour le réaliser ? David Cronenberg ou Coralie Farja ? Coralie Farja. Ah oui, alors vraiment, quand tu dis que t'es facile à trancher, t'es facile à trancher. Qu'est-ce qui te plaît dans le cinéma de Coralie Farja ? Le côté organique, justement, par exemple, comme dans The Substance, dans la manière de... Ouais, le jusqu'au J'allais dire mutilé. Ouais, c'est vrai qu'il est quand même... Il est assez... Ouais. C'est un peu une petite torture, mais j'ai adoré ça. Le jusqu'au boutisme, l'outrance, l'intelligence, le côté implacable, la monstruosité, la méchanceté, l'émotion, l'humour. Enfin... Pas de tièdeur chez Sephora Pondy, en tout cas. Non, zéro. Ok. Devise latine et mantra. On choisit simul et singulis ou veni vidi vici ?
Veni Vidi Vici. Ah ouais. Désolée. Pardon. Il y a encore 2-3 dragons à terrasser, c'est ça que je dois entendre? Je précise, Simoulet Singoulis, c'est la devise de la comédie française. Veni Vidi Vici, c'est plus sur un truc de... J'y vais, je vais à la baston et je vais gagner. Voilà. Donc conquérante dans l'âme. Un peu. Ouais. Ok. Invité à un dîner chelou, tu t'installes pour un steak non identifié avec Jennifer, soit Megan Fox dans Jennifer's Body, ou avec Justine, soit Garance Marillier dans Grave. Je garantis pas la qualité de la bouffe. Oh mon Dieu. Jennifer's Body. Ouais. Megan Fox. Ouais. Pourquoi? C'est un film qui a été important aussi. Ouais, il m'a vraiment pas mal perturbée, même si j'ai adoré Grave. Mais Grave me fait plus peur. Ouais, la perspective de me retrouver à côté du personnage de Garance Marillier me fait plus peur. Ouais. Et de la terreur, il y a un moment où est-ce que tes personnages du roman t'en ont inspiré? Oui, Tom, quand il harcèle l'âme par message. Ça, c'était assez border même pour moi. Je reviens à mon questionnaire. Catégorie rébellion. Plutôt Clémence Delay ou ta Magdelon dans Les Précieuses Ridicules? Ma Magdelon. Ouais. Mmh. Alors précisons, ta Magdelon, c'était la version des Précieuses Ridicules par Verhoeven et Poudreau pour la comédie française. Clémentine Delay, c'est l'un des personnages des culottés que tu as aussi incarné. Mmh. Je note un motif quand même assez récurrent dans les personnages que tu incarnes. Ah oui, lequel? C'est des nanas qui vont droit devant, en fait. Qui ont vraiment un truc de rébellion. C'est vrai, mais ça, c'est les metteurs en scène qui projettent ça sur moi. Bah oui, de fait. Mais ça te plaît? Ça te va? Ouais. Énormément. Très bien. Tu peux devenir sorcière. Tu deviens Médée ou Willow dans Buffy contre les vampires. Oh mon Dieu. Médée, soit un rôle que tu incarnais. Willow. Alors, quel est ton rapport à cette série? Je te l'ai vu citer plusieurs fois dans des interviews Buffy contre les vampires. C'est vraiment... je l'ai dans la peau, vraiment, elle traverse mon sang, cette série. Ouais. Vraiment, je n'en finis pas de l'aimer. Ça fait 20 ans que ça dure, plus de 20 ans. Je sais pas, cette série m'a jeté un sort. Je sais pas ce qui se passe, mais je l'adore, mais profondément. Je la regarde du début encore et encore et encore et encore. Ça ne me lasse jamais, elle me passionne. Et c'est surtout une série qui a grandi, qui est devenue plus sombre, qui a presque vieilli avec les gens qui le regardaient, donc avec des problématiques qui devenaient de plus en plus compliquées. Encore que moi, j'ai découvert très 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 jeune. Je n'avais même pas 10 ans. Je pense que je devais avoir quelque chose comme ça. Je l'ai découverte Non, elle est sortie quand même en 98. Pas longtemps après, 7-8 ans, j'étais sur le coup déjà. Donc j'étais quand même beaucoup plus jeune que les protagonistes, mais elle me frappe de son intelligence, de son humanité à chaque fois que je regarde. Je suis fascinée par cette série. Alors ce choix de Willow, parlons-en quand même, parce qu'on est sur une sorcière qui vire un peu dark, elle aussi. Je rappelle qu'il y a quand même un épisode où elle pèle, j'ai pas d'autre mot, elle pèle littéralement un mec, elle lui enlève la peau. Voilà. Oui, c'est vrai, mais je trouve que Willow... Ça te fait rire. Pardon. Non, parce que je prends beaucoup de distance avec tout ça. Non, mais Willow, elle a... Bon, si ça avait été Buffy, j'aurais dit Buffy, mais Willow, elle a... Elle a un chemin de personnage qui est assez passionnant. C'est un personnage tragique aussi, qui est très drôle au début et qui devient un personnage tragique. Et enfin, tu es productrice. Entre tes mains le budget pour produire un seul biopic. Celui de Britney Spears ou celui de Lady Gaga? Lady Gaga. Ah ouais. J'aurais tout parié sur Britney à cause justement de l'anecdote South Park. Bien sûr, je comprends. Mais en fait, Lady Gaga, j'ai beaucoup aimé Britney quand j'étais plus jeune, mais Lady Gaga, elle a eu tout de suite ce côté foutraque, fric, quand même, qui me parle un peu plus quand même. Très bien. Questionnaire rempli. Alors vraiment, les dilemmes n'ont jamais été tranchés avec une telle rapidité. Dans un instant, on revient un petit peu sur ta carrière, sur quelques rôles marquants. Juste avant, on écoute Falls sur Nova avec My Number. Le score sur Nova, sur Radio Nova. Avec Charline Roux. Cassie sur Nova, Long Way to Go dans la playlist de Sephora Pondy. Pourquoi Cassie ? Parce que j'ai vraiment aimé Cassie quand j'étais collégienne, mais comme à peu près toutes les chanteuses nord-américaines de cette époque-là, époque MTV, MCM, j'étais vraiment sur le dossier là aussi, parce que je voulais leur ressembler surtout, vraiment. Et Cassie, elle avait ce côté, sa voix un peu pincée, fluette, un peu sassy, enfin... Sassy, c'est le mot, exactement. Ouais, elle a vraiment un côté comme ça qui me plaisait énormément. Je voudrais qu'on revienne, j'allais dire sur un rôle en particulier, non sur plusieurs, mais j'ai choisi un extrait relativement récent dans ton œuvre.
Et Nadia est déjà en retard. Excusez-moi, je suis très en retard, j'étais en répétition. Pas de problème, vous pouvez vous asseoir. Je suis bien debout. Vous êtes sûr ? Madame Nadia Roger, quel genre de mère laisse son enfant à d'autres personnes au moment où il a le plus besoin d'elle? Bon, j'ai compris, je vais entendre cette question des dizaines de fois. Des centaines de fois! Écube, pas Écube, texte et mise en scène Thiago Rodriguez, production Comédie Française, coproduction Festival d'Avignon face à Elsa Le Poivre, si je ne m'abuse dans l'extrait. Reprise de cette pièce à partir du 21 mars au théâtre 13e art. Tu l'as déjà joué à de multiples reprises. Tout à fait. Combien de rôles est-ce que tu y tiens? Je tiens 3 rôles. Alors moi, c'est un truc qui me fascine. Je suis extrêmement monotache. La particularité de la Comédie Française, c'est effectivement de pouvoir jouer plusieurs rôles dans une pièce et parfois même plusieurs rôles dans plusieurs pièces sur une simple et même journée, l'alternance. Tout à fait, tout à fait. Comment on fait ça en fait? La passion. La passion. Et puis on le fait en groupe, donc en fait on est rempli des forces des autres aussi. Et puis c'est que la Comédie Française est un endroit tellement beau, où on est tellement choyé que les conditions sont réunies pour pouvoir assumer une telle charge de travail. Et je pense que c'est vraiment lié au fait d'être une troupe, ça crée une telle électricité qu'en fait ça nous galvanise, ça nous booste. Alors, la troupe certes, mais la troupe implique, j'imagine, une discipline personnelle assez impitoyable. C'est vrai qu'il faut tenir sur la durée, donc je sais pas quels sont les remèdes, les méthodes de chacun, mais c'est sûr que ça nous prend toute la vie, en fait, aussi. Forcément, il y a tellement de spectacles qu'on y passe un peu nuit et jour, quoi. Ouais. Je voudrais qu'on revienne un instant, on en parlait il y a quelques secondes, sur certaines des pièces que tu as jouées. J'ai cité Les Précieuses Ridicules, il y a eu Médée, il y a cette version très particulière de Molière. Tu as aussi joué dans Désobéir, mise en scène par Judith Berès. Et on en revient encore une fois à ce principe de rébellion. Comment est-ce que tu expliques, toi, que ce soit ce que les metteurs en scène projettent sur toi? Peut-être que j'ai l'air de vouloir en découdre. Non, peut-être que je pense que... Alors, peut-être que je dégage une sorte d'aplomb ou d'énergie qui donne envie de me projeter dans ce type de rôle. En tout cas, c'est sûr que... Oui, je pense que je dégage probablement une sorte de force qui fait que c'est dans ces partitions-là qu'on me voit le mieux. Prochaine grande échéance, donc tu le disais, première mise en scène, l'adaptation de Bestioles, c'est ça, qui démarrera le 22 janvier au Studio Théâtre de la Comédie Française. Première mise en scène. Oui. Oui, j'avais envie de faire de la mise en scène depuis un petit moment, mais je manquais vraiment de temps. Ce qui est un comble pour une comédienne qui est intermittente, mais intermittente déjà, je manquais de temps. Et là, tout s'est aligné parfaitement pour que je puisse enfin m'y mettre. Est-ce que tu es traqueuse? Ou est-ce que à partir du moment où tu travailles, ça suffit à te rassurer? Là, pour la mise en scène, là, je suis traqueuse, Ouais, là, oui. Parce que ça implique plus que moi, on est beaucoup. Enfin, c'est toute une équipe qui entre dans ton rêve. C'est vraiment... Ça, c'est stressant. Ouais. Et alors, j'ai lu également qu'il y avait un scénario de long métrage. Absolument. Est-il terminé? Non, que va-t-il devenir? Nous sommes en pleine écriture. On est très bien accompagnés chez Unité Film. Et on est en pleine écriture et c'est un pur bonheur de travailler avec Tara Lindström, qui est une amie, qui est mon amie depuis 15 ans. Ouais. Et donc c'est vraiment une folie totale de pouvoir écrire ensemble. Ton rapport au cinéma, tu le qualifierais comment? Je dirais que je suis quelqu'un qui a toujours adoré le cinéma, qui s'y est peu projeté en tant qu'actrice, mais par contre qui adore le cinéma et qui le regarde vraiment avec un œil de cinéphile. Ouais. Donc là, avec une certaine envie aussi, j'imagine. Oh oui. C'est-à-dire que là, tu écris, mais tu voudrais réaliser le film? On va coécrire, on va co-réaliser avec Tara. Et incarner? Non, j'ai un petit rôle, mais pas le premier, non. Dans un instant, je te soumets au questionnaire musical de l'émission qui fera appel à tes souvenirs. Nouvelle pause musicale, on écoute Plan B avec She Said. Le score sur Radio Nova. Daft Punk, Very Disco, le choix de Sephora Pondy. Même punition que pour les précédents. Je te demande de justifier ta sélection.
Et c'est encore la même chose, c'est toujours cette fameuse amie qui avait des super goûts musicaux et qui m'a fait écouter des tas de choses, dont cette chanson. Donc c'est vraiment mon adolescence, quoi. En tant que comédienne, c'est une chanson que tu pourrais écouter. Pourquoi ? Pour quel genre de rôle ? Pour pleurer. Voilà, pour fondre en larmes. C'est dans la playlist Larmes sur scène. Exactement. Il y a aussi une playlist Vénère sur scène, une playlist... Je vois bien l'idée. C'est l'heure du questionnaire rituel de cette émission. L'idée, c'est de répondre du tac au tac et ça est vraiment lié à tes souvenirs de musique. Ok, super. Est-ce que tu es prête ? Je suis prête. Quel est le titre qui symbolise le mieux l'enfance ? Moi Lolita d'Alizée. Ah ouais ? Ouais. Étrange, mais oui. Ok. Le titre de ton adolescence ? Playground Love, de R. De R. Oui. Ta chanson de karaoké ? Je dirais que c'est Magnolia Forever. Ah oui, du Claude François. Ouais. Ok. je suis censée pas faire de relance, mais là, je t'avoue que je suis quand même très intriguée. Pourquoi Claude François ? Parce que cette chanson, je l'ai beaucoup écoutée pendant l'écriture de notre film, justement, avec Tara. Ouais. Et je trouve qu'elle correspond vraiment à une chanson qu'on pourrait chanter en karaoké. Ouais. Très bien. Le titre qu'on serait peut-être surpris de trouver dans tes playlists. Bon, du coup, ça match aussi un peu avec la précédente. Ouais. C'est une chanson de Vincent Delerme. Ouais. Qui s'appelle Fanny Ardant et moi. Très bien. Le titre qui te propulse immédiatement sur la piste de danse. 4 campés de Joey Doigt de Filet. Et le titre qui t'en fait immédiatement sortir. I Got a Feeling des Black Eyed Peas. Black Eyed Peas. Ouais. T'étais pas très sur les je peux pas l'avoir, je peux pas l'encadrer. Ok. Ta chanson de comédie musicale préférée, que ce soit sur scène ou au ciné. I Like to Be in America dans West Side Story. Ok. Le titre que tu as le plus écouté ces derniers jours. Ce serait ces derniers jours, ce serait Yoa, je pense. Ouais. Et c'est probablement 2013. Ok. Et catégorie pénible, la chanson dont tu as un mal de chien à te débarrasser une fois qu'elle tourne dans ta tête. Oh, Dieu, quel enfer. Ouais, je sais, je suis là pour rappeler vraiment des souvenirs douloureux. Oh, c'est dur. Alors celle-là, c'est vraiment difficile. Mais si t'en as pas, tant mieux pour toi. J'en ai pas, non. C'est vrai ? Ah oui. T'arrives à être imperméable à... C'est pas ça, mais c'est que souvent ces chansons-là, je les déteste, donc je fais tout pour les oublier. Oh là là, la chance, moi j'arrive pas. C'est vraiment une éponge de cerveau sur des choses qu'on ne maîtrise pas. Merci beaucoup, Sephora Bandit, d'être passée par le score. Je rappelle donc qu'Aval, c'est paru chez Grasset et c'est extrêmement recommandable. Merci beaucoup. Et à bientôt sur les planches de la Comédie Française. Avec grand plaisir. Bien sûr. Merci. Et il est 20h, il est grand temps de retrouver David Blo et le Nova Club. Le score sur Radio Nova. À retrouver en podcast sur nova.fr.